À l'Académie de magie offensive, tout le monde s'accorde sur un point. Les soigneurs n'ont absolument rien à faire là. Mais notre héros voit les choses autrement. Will, pourtant le meilleur guérisseur du coin, s'inscrit quand même. Personne ne donne cher de sa peau. Un professeur décide même de lui donner une leçon d'humilité en organisant un duel d'entraînement. Dès le début du combat, l'instructeur tente de le piéger avec de la magie terrestre, mais Will esquive chaque assaut avec une aisance folle en boostant sa vitesse grâce à ses propres soins. Le maître manque de l'enfermer dans une prison de pierre, mais Will se dérobe encore et passe à l'offensive. Il réduit la distance et frappe avec sa dague. Évidemment, cette attaque ne suffit pas. L'enseignant se drape dans une armure de roc impénétrable, persuadé qu'un soigneur faiblard sans sort d'attaque ne peut rien contre lui. Sauf que Will a une astuce. Dans cet univers, la plupart des mages brident leur puissance, car leur corps ne supporterait pas un tel déferlement d'énergie. Briser cette limite détruit l'organisme. Mais si Will fait sauter ce verrou, il peut libérer une force colossale, quitte à se broyer les os. Et ça, il s'en moque royalement, puisqu'il peut se régénérer. Il se lance donc avec un coup de poing surchargé. Ses bras volent en éclats au moment où il pulvérise l'armure terrestre du prof. L'instructeur est mis KO instantanément, sans même avoir eu le temps de réagir. Mais alors, que fait un soigneur dans cette école? Parce que dans sa vie précédente, l'incompétence générale a causé sa mort. Voici ce qu'il s'est passé à l'époque. On pourrait croire qu'exceller dans son job attire le respect des vétérans, non? Eh bien, pas pour notre gars. Il se fait littéralement poignarder par son chef, pour avoir fait du trop bon boulot. Will est un type banal, avec un don de guérison hors norme. Un talent unique qu'il est le seul à posséder sur toute la planète. Il répare les blessures les plus atroces comme un jeu d'enfant. Un bras en moins? Pas de souci. Le type te le fait repousser en quelques secondes. Il sert actuellement aux côtés des derniers soldats face à une armée démoniaque menée par des seigneurs des ténèbres. Ces mêmes forces qui ont ravagé le royaume de Grandald. Les soldats se battent comme des lions pour repousser ces horreurs qui ont déjà mis le reste du monde à feu et à sang. Quant à notre héros, il n'a aucune expérience du combat. Son rôle se limite donc à l'infirmerie, ramenant sans cesse ses camarades des portes de la mort. Soyons honnêtes, ces pauvres mortels ne font pas le poids face à des créatures sorties tout droit des enfers. C'est pour ça que les guerriers reviennent toujours en morceaux, et que notre garçon continue de les recoudre sans relâche. Mais à la longue, les troupes en ont marre de ce cycle infernal de blessures et de soins. Ils ont accepté leur triste sort. Ils sont foutus. Ils préféreraient crever sur le champ de bataille et en finir avec ce cauchemar. C'est exactement pour ça que le capitaine a planté notre soigneur. Il pense que Will ne pige pas l'horreur psychologique que vivent les soldats renvoyés au casse-pipe. Finalement, les combattants désespérés abandonnent la ligne de front, laissant les monstres géants dévaster ce qu'il reste du royaume. Will assiste impuissant au massacre de ses proches et à l'effondrement de sa patrie. En levant les yeux vers un dragon colossal, il comprend enfin l'enfer vécu par les soldats. Son don divin devient alors son plus grand regret. S'il avait eu la force de se battre lui-même, il aurait pu assurer la survie de son entourage. Animé par la rage de défendre son royaume, le frérot ramasse un simple caillou et fonce tête baissée sur le dragon. Bien sûr, son idée ridicule de défier. Une bête légendaire avec un gravier signe son arrêt de mort. Mais contre toute attente, il se réveille 5 ans plus tôt, juste avant d'obtenir le titre de meilleur guérisseur du monde, une distinction qu'il a fini par haïr. Décidé à ne pas répéter les mêmes erreurs, il choisit d'intégrer une école de magie offensive plutôt que de rester cantonné aux soins. Son dévolu se jette sur l'Académie Schwartz, un établissement dédié exclusivement à l'art du combat. Ici-bas, guérison et destruction sont incompatibles, forçant les jeunes mages à choisir une seule voie professionnelle. Pourtant, Will compte bien briser ce tabou et réussir là où il a échoué dans sa vie antérieure. Il veut utiliser ses connaissances futures pour devenir un hybride capable de se soigner tout en sachant se battre seul. Pour lancer la machine, il doit rejoindre l'une des institutions les plus prestigieuses que ce monde puisse offrir. L'Académie Schwartz. On dit que cette école transforme les jeunes talents en mages de guerre d'élite. D'ailleurs, le plus grand guerrier de son ancienne vie en était diplômé. Il y a juste un hic. Will est un mage blanc, donc entrer à Schwartz ne sera pas une promenade de santé. D'ordinaire, les aristocrates doivent aligner des sommes astronomiques pour faire admettre leur progéniture, souvent un peu lente à la comprenette, dans cette prestigieuse école. Le souci, c'est que notre héros est actuellement sur la paille. Même en traminant jour et nuit avec ses talents de guérisseur, il n'aurait jamais le temps d'amasser le pactole avant la clôture des inscriptions. Alors qu'il se creuse les méninges sur ce casse-tête, sa sœur débarque dans la pièce. Le simple fait de la voir là, bien vivante, lui fait monter les larmes aux yeux. Devant cette réaction, elle s'imagine qu'il a une colique carabinée pour pleurer comme ça. Il s'empresse d'essuyer ses joues et sort un bobard classique. Une poussière dans l'œil, tout simplement. Au fond de lui, c'est une toute autre histoire.
Son cœur explose de joie à l'idée qu'elle respire encore. Il se fait le serment solennel de la protéger, cette fois-ci, contre le destin tragique qu'il avait fauché autrefois. Et ça ne s'arrête pas à elle. Il compte bien sauver tous ceux qu'il n'avait pas pu secourir dans sa vie antérieure. Tout à coup, c'est le déclic. Une idée de génie illumine son esprit. Il tient son plan d'attaque. Mais minute papillon, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous briefer rapidement sur la Fédération des Académies de Magie. C'est l'instance suprême qui chapeaute tous les mages du royaume. C'est elle qui fixe les règles du jeu et décide des programmes scolaires pour l'éducation magique. À l'heure actuelle, le patron de cette fédération porte aussi la casquette de directeur de l'Académie Schwartz. Bizarrement, ce grand ponte a complètement délaissé ses fonctions fédérales ces derniers temps. Le mystère n'a pas duré bien longtemps. Tout ça, c'est à cause de l'état de santé critique de sa petite fille, Marie. Pour la petite histoire, ce grand-père gâteau s'appelle Arnelum Goldran, l'homme qui cumule donc les mandats de président et de directeur de l'Académie Schwartz. Le vieil homme a juré ses grands dieux à la gamine qu'il dénicherait un guérisseur hors pair, capable d'abréger ses souffrances. Malheureusement, dans la vie précédente de notre protagoniste, la petite a fini par passer l'arme à gauche parce que le vieux n'avait jamais trouvé l'oiseau rare à temps. C'est précisément pour éviter ce drame que notre gars s'infiltre en douce dans la chambre de la malade. Comme par hasard, pas besoin de présentation. Le directeur est déjà sur place. Et le plus beau, c'est qu'il connaît déjà ce boursier venu de Hillig. Il faut dire que la réputation de Will le précède. Tout le royaume parle de ses dons prodigieux en matière de soins. Du coup, le président trouve ça franchement limite qu'un prodige de sa trempe se comporte comme un vulgaire cambrioleur. En son fort intérieur, Will est bien obligé d'admettre qu'il n'a pas tort. Sans ses souvenirs d'avant, il n'aurait sans doute jamais osé violer leur intimité. Mais bon, au diable les bonnes manières, l'urgence prime sur l'étiquette. Il fallait qu'il fonce dans le tas, car il est le seul à pouvoir la remettre sur pied. Évidemment, le vieux briscard sait que tout se paie dans ce bas monde, et il somme le petit jeune de mettre carte sur table. Will rétorque que le temps presse. Sauver la fille passe avant les négociations. Finalement, le directeur lâche du lest et lui donne le feu vert. Notre héros s'installe au chevet de la patiente, paré à éradiquer le mal. Mais il sent le regard perçant du vieillard lui brûler la nuque, comme s'il essayait de sonder son âme. Le message est clair. Au moindre faux pas, c'est la fin des haricots pour lui. Will prend une grande inspiration pour se calmer et lance son sortilège de guérison. En canalisant son énergie, il constate avec amertume que sa réserve de mana est bien plus maigre que dans son ancienne vie. Mais l'essentiel est ailleurs, la maîtrise parfaite des formules magiques qu'il a, Dieu merci, gardées intactes en mémoire. Après quelques instants de tension, les paupières de la petite fille finissent par s'ouvrir. La première chose qu'elle voit, c'est ce prince charmant qui vient littéralement de l'arracher aux griffes de la mort. Rouge comme une tomate, elle se retourne pour cacher sa gêne. Pendant ce temps, Papy n'en revient toujours pas que sa petite soit sortie du coma. La demoiselle confirme qu'elle est bien là. Elle ajoute même qu'elle ne s'était pas sentie aussi en forme depuis des lustres. Les yeux du grand-père s'embuent instantanément de larmes de bonheur. Le fardeau qui lui écrasait les épaules depuis si longtemps s'est envolé. Et tout ça grâce à notre jeune prodige. Peu après, les deux hommes s'installent au salon. Après l'avoir remercié comme il se doit, le vieil homme se dit prêt à exaucer n'importe quel vœu de son sauveur. Will le rassure tout de suite, il ne va pas demander la lune. Ce qu'il veut est largement dans les cordes du directeur. À ce stade, tout le monde sait que Will n'a aucun rival quand il s'agit de magie curative. Il a atteint le sommet, il ne peut plus progresser dans ce domaine. C'est pour ça qu'il vise autre chose, il veut intégrer l'Académie Schwartz pour élargir ses horizons. Forcément, le vieux trouve cette requête complètement insensée. Lâcher sa spécialité innée pour se lancer dans l'inconnu, ça paraît dingue, mais promesse oblige, il ne peut pas revenir sur sa parole. Il serre la main du jeune homme, scellant ainsi leur accord. Ailleurs dans l'école, un prof qui a l'air d'une belle ordure examine le dossier d'inscription de notre héros. Il trouve que le directeur a un sacré culot d'inscrire un soigneur sans aucune capacité offensive dans une école de combat pure et dure. Le grand jour est enfin arrivé, c'est la cérémonie de rentrée. Tous les nouveaux élèves se massent dans le hall pour écouter le président leur vendre du rêve et vanter les mérites de son établissement. L'Académie Schwartz n'est pas une simple école, c'est un internat d'élite entièrement dédié à la magie offensive, avec un programme unique en son genre. Le campus est si vaste qu'il abrite une multitude de terrains d'entraînement différents. Et ce n'est pas tout. Entre les laboratoires de recherche de pointe et la bibliothèque colossale, l'endroit a vraiment de quoi impressionner. Les diplômés ont tellement d'influence à l'extérieur que le royaume n'hésite pas à inonder l'école de subventions et de soutiens divers. Pour faire simple, si tu veux maîtriser l'art de la destruction magique, tu ne trouveras pas meilleur endroit sur Terre. Seul petit hic. Notre héros est un simple soigneur, une anomalie totale dans l'histoire de cette académie.
Inutile de préciser que son parcours s'annonce plus proche du chemin de croix que de la promenade de santé. Mais notre gars est déterminé à devenir un mage de combat, coûte que coûte. Sauf que la réalité, elle, a décidé d'être impitoyable. Dès le premier cours pratique, la pression monte et Will se retrouve en nage. L'objectif est de toucher une cible avec un sort de feu. Il arrive à peine à produire une flamme que celle-ci s'étouffe instantanément. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Pour couronner le tout, son prof est une véritable ordure qui prend un malin plaisir à l'humilier en exploitant ses faiblesses. La règle est stricte. Tant qu'il ne touche pas le mannequin, il est banni du cours et doit s'entraîner seul à l'autre bout du bâtiment. Will insiste pour qu'on lui montre au moins les bases, sinon il ne progressera jamais, mais c'est peine perdue. Il est clair que cet enseignant lui voue une haine féroce depuis le début. À ses yeux, consacrer du temps à un soigneur est un investissement totalement inutile. Will le supplie alors de lui laisser au moins l'accès à la bibliothèque pour qu'il puisse étudier la théorie. Encore un refus humiliant. Le salaud prétend qu'aucun ouvrage n'est adapté à un simple soigneur comme lui. Profitant de la situation, un blondinet arrogant balance lâchement un sort magique dans le dos de Will, l'envoyant mordre la poussière. Le pauvre n'a rien vu venir, mais pour son agresseur, c'est juste une occasion rêvée d'écraser un faible. Il considère la fragilité du soigneur comme une invitation ouverte à se défouler. Il se vante du prestige offensif de l'école et ordonne à Will de dégager, estimant que les tendres n'ont pas leur place ici. C'est bien la première fois que je vois un prof et une brute s'allier pour traîner un élève dans la boue, comme s'il était un moins que rien. La nuit tombe, et on retrouve notre héros, totalement vidé, affalé sur un banc. Ses efforts pour apprendre la magie offensive sont un échec total. Il savait que la différence entre les soins et l'attaque serait une galère sans nom. Chaque magie puise dans une source différente. Le mana, c'est la force mentale qu'un mage active via des formules complexes. Ce flux obéit directement à la volonté de celui qui le lance. L'attaque demande une explosion d'énergie, alors que les soigneurs possèdent un mana calme. Mais c'est justement pour ça qu'il a choisi l'Académie Schwartz. S'ils sont les meilleurs pour former des mages de combat, ils doivent bien avoir une méthode pour dynamiser son flux. Will est persuadé qu'il peut manipuler son énergie pour transformer son mana statique en dynamique, ce qui reste son plus gros obstacle. Le problème, c'est qu'il ne peut même pas assister au cours à cause de ce prof incompétent qui lui barre la route. Will refuse de baisser les bras, espérant croiser la personne qu'il avait aidée dans sa vie antérieure. Rien que pour elle, toutes les souffrances endurées dans cette école pourraient en valoir la chandelle. Il cherche une solution, perdu dans ses pensées, quand soudain, une voix familière l'interpelle sur son couvre-feu. Will lève les yeux et tombe sur la silhouette sublime de Veronica, la guerrière d'élite qui s'était battue à ses côtés. C'était l'une des mages offensives les plus redoutables qu'il ait jamais connues. Il avait dû pleurer sa mort tragique pendant la guerre, mais grâce à ce retour dans le temps, elle est bien vivante. Pas le temps de discuter. Elle dégaine une épée capable de tout trancher. Cette femme dégage une aura digne d'un boss final de manga. Se retrouver avec la pointe d'une lame sous le nez n'est pas exactement l'accueil chaleureux qu'il espérait. Il s'avère qu'elle traque un étudiant suspect sur le campus et se demande si Will ne serait pas le fauteur de troubles. Notre héros nie en bloc illico. S'il se prend un coup maintenant, il va avoir besoin d'un nouveau ticket pour l'au-delà via camion express. Elle finit par le croire et se calme. Il en profite pour demander confirmation de son identité. La femme se braque immédiatement, outrée qu'il s'adresse à un professeur avec autant de familiarité. Will est sous le choc. Il savait qu'elle était son aînée dans l'autre vie. Mais il n'imaginait pas un tel fossé générationnel. Il s'avère que la nana est un véritable génie qui a sauté toutes les classes pour passer prof direct, ce qui n'étonne personne vu son talent divin. C'est l'occasion en or que Will attendait depuis toujours, le signe du destin qui pourrait enfin lui permettre de maîtriser la magie offensive. Will est chaud bouillant pour s'inscrire au cours de Veronica, conscient que c'est sa toute dernière carte à jouer. Il demande comment on s'inscrit, mais elle le recale aussitôt en précisant qu'elle n'a lancé aucun cours pour le moment. Comme elle débarque tout juste après une promotion éclair, elle ne pige absolument rien au fonctionnement de l'établissement. Pour cette année, le rôle de Veronica se limite à faire l'assistante et à répondre aux questions un peu techniques. L'idée, c'était d'utiliser sa jeunesse pour créer un lien avec les élèves de son âge et leur servir de mentor cool. Le souci, c'est que personne n'ose l'approcher pour lui demander quoi que ce soit, et ça la rend dingue. Notre héros comprend vite pourquoi. La meuf dégaine son arme mortelle au moindre petit tracas. Mais vu de sa fenêtre, c'est une faille parfaite pour exploiter Veronica à son avantage. Pas besoin de s'inscrire officiellement, il peut simplement l'utiliser comme prof particulière. Il lui pose donc une question, sachant qu'elle est obligée de répondre, et lui demande cash comment un soigneur peut apprendre à lancer des sorts d'attaque. Rien qu'à ces mots, Veronica capte que ce n'est pas un élève lambda, ayant senti une fluctuation bizarre dans son mana. Elle réalise soudain que ce gars est le fameux petit nouveau qui fait tant parler de lui à l'Académie Schwartz.
De toute sa carrière, elle avoue n'avoir jamais vu un soigneur classique essayer de se mettre à la baston magique. Heureusement, Schwartz propose une méthode spéciale pour cultiver ce qu'on appelle le mana dynamique. C'est une base fondamentale qui, selon notre ami, serait le point de départ idéal. Quand Veronica confirme que ça existe, Will est refait et pense avoir une chance. Petit problème. La demoiselle lui annonce sans pression que même avec ça, son cas est désespéré pour la magie offensive. Cette révélation laisse notre pote sur le cul, surtout quand Veronica lui explique qu'il est déjà blindé de mana statique jusqu'au cou. En gros, même s'il essaie de créer du mana dynamique, la majeure partie va se faire absorber et convertir en statique direct. Et s'il tentait une autre méthode, le mélange des deux types de mana l'empêcherait purement et simplement de lancer la moindre attaque. L'avenir s'annonce sombre. Le mec a changé de voie pour rien, car un soigneur ne peut techniquement pas devenir un attaquant. Will commence sérieusement à regretter de ne pas avoir reçu le mode d'emploi quand le fameux camion l'a réincarné ici. Mais il refuse d'abandonner, quitte à devenir le Einstein de sa génération pour inventer sa propre technique. Alors qu'il remercie l'assistante et s'apprête à partir, Veronica le stoppe net pour finir son explication. Elle reprend là où elle s'était arrêtée. Certes, c'est vrai que les soigneurs ne peuvent pas utiliser la magie offensive, mais il existe une petite subtilité qui change la donne. Là, elle a complètement perdu notre héros, car même lui n'arrive plus à suivre cette logique tordue. Pour illustrer son propos, Veronica sort son épée en fer, une arme clairement conçue pour trancher et vaincre. Ensuite, elle pointe le banc en bois à côté d'eux, fait pour poser ses fesses tranquillement. En gros, Madame enfonce des portes ouvertes en nous expliquant que l'eau s'amouille. Mais attendez la chute. Elle soulève le banc et explique que si elle s'en sert pour fracasser quelqu'un, l'objet devient techniquement une arme. Ce qui est drôle, c'est que Will se demande surtout comment cette fille au bras tout fin arrive à soulever un truc aussi lourd. Bref, la philosophie de Veronica, c'est que peu importe l'usage initial d'un objet, on peut s'en servir comme on veut. Pour rendre ça plus concret, elle utilise sa main pour lui caresser doucement le visage, ce qui fait rougir notre homme. Le rêve de tout mec, jusqu'à ce qu'elle lui décoche une pichenette de l'espace, en plein visage, prouvant qu'elle vient d'utiliser sa main pour deux choses opposées. Elle a frappé un peu trop fort, mais le message est passé. Même outil, usage différent. Will a enfin le déclic. Il commence à se demander s'il peut détourner sa magie de soin pour faire mal. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité, bloqué dans ses certitudes. Si les factions de mages se détestent, c'est justement à cause de la nature différente de leur mana. Mais pour Veronica, ce gamin est un cas à part. Elle trouve qu'il a déjà du cran de s'être inscrit dans une académie de combat. Et même son mana indique clairement qu'il n'est pas un pur soigneur dans l'âme. C'est un détail que Will lui-même n'avait pas remarqué, se demandant si c'est un bonus offert par le camion lors de sa réincarnation. Pointant sa lame sous sa gorge, elle lui ordonne de se réveiller et d'allumer la flamme guerrière qui dort en lui. S'il maîtrise ça, il deviendra une machine de guerre inarrêtable, capable de pulvériser n'importe quel obstacle. Le lendemain, notre héros repense à la discussion qu'il a eue la veille avec sa prof. Elle avait bombardé la conversation d'exemples pour bien illustrer son propos. Ce qui le scotche vraiment, c'est qu'elle a l'air d'avoir zéro préjugé contre les soigneurs lambda. Sans parler du fait qu'elle a improvisé une théorie sur le tas qui tenait carrément la route. Will commence à soupçonner qu'elle utilise la même méthode. Mais sa réflexion est coupée nette par un instructeur malpoli qui l'interpelle en l'appelant le soigneur. Le cours d'aujourd'hui est un peu spécial. Vu qu'il y aura plein de duels en 1 contre 1, il est autorisé à participer comme tout le monde. Par contre, s'il est incapable d'utiliser la magie offensive, c'est son problème, pas celui des profs. Cet enfoiré d'enseignant a déjà fait les groupes, et sans surprise, il a collé notre gars face au blondinet arrogant de l'autre jour. Notre héros est pas franchement chaud pour ce match contre Opulpus, vu que le gamin sort d'une académie noble réputée et a des pistons partout. C'est un fils à papa, mais faut admettre qu'il envoie du lourd en tant que mage offensif. Opulpus se voit déjà gagnant et commence le trash talk, demandant à notre pote s'il va courir pleurer dans les jupes de sa mère après s'être fait démolir. Notre garçon fait tout pour rester zen et ne pas céder à la provocation de cet abruti fini. Même s'il vient du futur et sait pertinemment qu'il affronte un gosse, ça lui fout quand même les nerfs. Le bon côté des choses, c'est que Will veut tester la théorie de Veronica en conditions réelles, donc il montre de l'intérêt pour la baston. Il demande l'attention du prof et refuse de déclarer forfait. À la place, il lance une proposition audacieuse en avouant n'avoir aucun talent offensif, ce qui rendrait le combat inutile. Du coup, il fait grimper les enchères et annonce cash qu'il quittera l'Académie Schwartz s'il perd ce duel. Le prof est ravi d'entendre ça, mais la contrepartie, c'est que si notre héros gagne, il aura le droit de suivre les cours normaux. C'est une proposition insultante, mais Opulpus est tellement imbu de sa personne qu'il explose de rire, trouvant l'idée même d'une défaite complètement ridicule.
Il pense que Will nage en plein délire dans son monde imaginaire, sans la moindre chance de victoire. L'instructeur, saoulé par leur discussion, accepte le deal et ordonne aux combattants de se mettre en place. Il donne le signal du départ, et le match commence avec l'activation tranquille d'une magie offensive. L'adversaire matérialise une flopée de dagues rayonnantes. C'est sa spécialité, la magie de création de l'âme. En gros, le mec, c'est un Gilgamesh version Wish, avec des épées microscopiques pour compenser quelque chose. Il balance toutes ses dagues sur Will en gueulant qu'un soigneur minable ne peut rien faire pour se défendre. Mais notre héros est là, calme en position du lotus, prêt à activer son extension du territoire. Au moment où il déclenche sa technique, il s'aligne sur la vitesse des projectiles et les esquive tous avec une précision chirurgicale. C'est une technique appelée manipulation vitale, qu'il utilise pour contrôler l'essence même des êtres vivants autour de lui, boostant ses PV au maximum absolu. Mais c'est pas tout. Il peut aussi s'en servir pour attaquer avec la même approche. Opulpus panique et crie au coup de chance, pendant que notre gars charge son aura sans bouger d'un pouce. Il attrape une dague du Gilgamesh de supermarché au vol, avant de dévier toutes les autres avec la classe d'un Shiru Emiya. Les armes tombent et n'ont fait aucun dégât. Mais notre pote ne fait que s'échauffer, et avec une seule dague en main, il compte bien plier l'affaire. Le public ne comprend rien à ce qui se passe. Un soigneur qui lance une attaque, ça ne compute pas dans leur cerveau. En réalité, Will utilise sa magie de soin comme une attaque et n'a jamais touché à la magie offensive traditionnelle. Opulpus est acculé et prétend qu'il se retenait depuis le début pour sauver la face. Apparemment, le frérot peut augmenter le nombre de couteaux à sa disposition, comme si ça allait changer la donne. Il fait pleuvoir ses projectiles dorés avec rage, mais notre héros les découpe un par un, tranquille. À la fin de sa parade, tout est en miettes au sol. L'autre se croit toujours invincible, alors il augmente la taille de sa dague ridicule. Et franchement, l'angle de vue est un peu suspect si vous voyez ce que je veux dire. Bref, Will capte que battre Opulpus va être pénible vu son talent inné et sa compréhension de la magie. Pour corser le tout, Opulpus fait tourner sa dague pour la transformer en véritable missile autoguidé. Le mec a carrément copié la flèche de feu de Sukuna, mais Will bloque cette saloperie aussi. Opulpus peut plus rien voler aux autres animes et hurle de frustration. Pendant ce temps, notre héros se dit qu'il devrait monter en puissance progressivement. Le projectile féroce est dévié sans effort, à la grande surprise d'Opulpus. Avant qu'il puisse réagir, Will se téléporte derrière lui façon Goku et promet de le soigner après la raclée. Il s'apprête à porter le coup de grâce, quand soudain, l'instructeur s'interpose et dresse un énorme mur de terre entre les deux. L'instructeur siffle la fin de la récré, convaincu que le duel est plié, et ordonne aux deux combattants de dégager le plancher pour le binôme suivant. Si notre noble arrogant a pris une sacrée leçon d'humilité, Will, lui, est sur un petit nuage à l'idée de pouvoir enfin suivre les cours normaux, ce qui fait grincer des dents ce bon à rien de prof. Son affaire étant réglée, il file à l'anglaise, tout en repassant le film de son combat dans sa tête. Il a enfin mis au point sa propre version de la magie offensive, une technique assez puissante pour mettre au tapis un mage d'élite. Une prouesse qu'il doit entièrement au conseil avisé de Veronica. Quant au perdant, ce sale type se fait ramasser à la petite cuillère par le prof. Opulpus supplie presque son maître de ne pas ébruiter cette humiliation auprès de son paternel. On a affaire à deux rageux de première catégorie qui refusent d'accepter la défaite. Changement de décor. On retrouve Will, fin prêt dans la salle de classe. C'est ici qu'il va pouvoir cravacher et peaufiner sa compréhension de la magie d'attaque. L'instructeur débarque et foudroie Will du regard avant de lancer les hostilités. Pour l'instant, disons que ses cours ne volent pas très haut. C'est le prof principal qui gère quasiment toutes les matières. Will est particulièrement captivé par le cours de création d'outils magiques. Ça lui rappelle un concept similaire qu'il avait vu à l'Académie de guérison. Au menu du jour, la fabrication de bombes de glace. Pendant que l'instructeur distribue le matos pour l'assemblage, Will réalise un truc. Dans sa vie antérieure, il n'a jamais touché aux armes. Il ne faisait que des objets de soin. Sauf qu'ici, on est dans une académie offensive, donc forger des instruments de combat, c'est le minimum syndical. En théorie, on utilise du mana dynamique pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la création pure, la nature du mana n'a pas vraiment d'importance. C'est pour ça que Will va s'en sortir les doigts dans le nez, même avec son surplus de mana statique. En inspectant ses ingrédients, il tombe sur des fragments de golem de glace et de la poudre de branches enflammées. Il suit la recette à la lettre et mélange le fragment, mais il sent soudain une réaction brutale se produire. Will panique et balance le fragment de glace en activant son renforcement corporel. Le petit morceau détonne instantanément, explosant en une multitude de pics glacés. Notre héros est plutôt fier du résultat, mais son petit numéro de cirque est perçu comme un manque de respect total envers le cours. L'instructeur lui passe un savon et annonce direct qu'il va saquer sa note. La bande de brutes ricane, surtout Opulpus, ce qui prouve bien qu'il complote en douce avec le prof. Pas le temps de souffler,
Le prochain cours sur les créatures magiques est imminent. On lui confie une jolie salamandre pendant que l'instructeur insiste lourdement pour que les élèves de rang inférieur ouvrent grand leurs oreilles. Notre ami n'est pas très rassuré d'être collé à cette bestiole. Et il a raison. Cette mini-machine à tuer lui crache un jet de flamme en pleine poire, obligeant Will à parer en urgence. En réalité, notre garçon a tout imaginé. Le pire, c'est qu'il a attiré l'attention du prof qui, pour la peine, lui confisque son précieux pot. La situation pue vraiment, et Will commence à comprendre le petit jeu qui se trame. L'instructeur ne l'accepte en cours que pour mieux lui en faire baver à chaque séance. Impossible d'apprendre quoi que ce soit dans ces conditions, il va devoir trouver une nouvelle parade. Au loin, une élève singulière l'observe. Elle a l'air de saisir toute l'injustice de ce 2 poids, 2 mesures. Pendant ce temps, le harcèlement ne faiblit pas. Will doit surveiller ses arrières face aux élèves, mais aussi esquiver les questions pièges et hors programme de l'instructeur. Sa moyenne est réduite en mietté. Comme si ça ne suffisait pas, il retrouve sa chambre transformée en décharge publique après les cours. Quand il a tenté de signaler le problème au surveillant, ce dernier l'a puni davantage en le privant de dîner. Le pauvre se fait massacrer sur tous les fronts. Il s'effondre dans sa chambre, réalisant que cette académie n'est remplie que d'ennemis jurés. À peine athée, il fait un pas en avant qu'il se retrouve face à une montagne de nouvelles galères à surmonter. Will sait que ses progrès actuels sont miraculeux, et il refuse de laisser ces petites brutes lui gâcher la vie. Le plus important, c'est qu'il a affronté l'un d'eux et a gagné, prouvant de manière irréfutable qu'il a l'étoffe du mage d'attaque qu'il a toujours rêvé d'être. En se focalisant sur le positif, Will se souvient qu'il a récupéré son manuel scolaire, ce qui lui permet enfin de faire ses devoirs et d'étudier sérieusement. Le lendemain arrive, et, surprise totale, pas un chat, ni prof, ni élève. L'instructeur est censé être là, mais il n'y a qu'une seule étudiante dans les parages. C'est comme si le changement d'emploi du temps soudain avait été volontairement caché à certains élèves. Agacé, Will décide d'aller tailler une bavette avec la fille. Il s'approche, mais son arrivée la fait sursauter. Notre ami veut juste savoir si les cours ont changé du jour au lendemain, car tout porte à croire que c'est lié. L'instructeur a ses têtes de turc, et visiblement, elle est aussi sur la liste noire. Bref, ils sont tous les deux dans le pétrin. Il se dit que 2 parias ont tout intérêt à s'entraider. Sentant sa détresse, Will lui tend une main chaleureuse et lui propose de devenir amie. La jeune fille est stupéfaite et incline la tête avec un respect absolu. Elle s'appelle Erica Glenn, et c'est officiellement la première amie que Will se fait dans cette nouvelle académie. Pour elle, c'est logique qu'il soit seul. Il a rejoint les cours en retard et c'est un guérisseur. Erica souligne d'ailleurs que tout le monde répète à quel point les guérisseurs sont d'une faiblesse pathétique. Will la laisse bouche bée. Pour une mage offensive, elle n'a pas la grosse tête et ne s'en vante pas, ce qui est rare. En observant son attitude, Will pige vite que la haine envers les soigneurs est une véritable institution à l'Académie Schwartz. C'est logique après tout, ceux qui risquent leur peau au front ont toutes les raisons de mépriser ceux qui restent planqués à l'arrière. Dans sa vie antérieure, Will s'était pourtant taillé une réputation de soigneur légendaire au service du royaume. Il avait du crédit à l'époque, mais ici, dans ce temple de l'attaque, son passé ne vaut pas un clou. S'il ne riposte pas, le système discriminatoire de l'école va le broyer sans aucune pitié. Erica, curieuse, lui demande ce qui a bien pu le pousser à s'inscrire dans une académie offensive. Will remet ses idées en place et lâche le morceau. Il refuse son destin de soigneur et veut se battre en première ligne. Cette révélation la secoue, mais il insiste sur le fait qu'il a ses propres motivations. Quant à Erica, elle vient d'une petite noblesse de province. Faute d'héritier mâle, ses parents craignaient l'extinction pure et simple de leur lignée. Elle a donc pris les devants. Devenir une mage redoutable pour s'imposer comme chef de famille par la seule force de son statut. Will comprend sa démarche. Le souci, c'est qu'Erica a autant de talent magique qu'une huître. En plus d'être isolée socialement, elle sert de défouloir à toute la classe. Elle est ravie d'avoir trouvé un pote de galère, un cancre qui pourra la consoler quand ses notes toucheront le fond. Le pauvre se fait charrier, même si c'est pour rire. Bref, il lui assure que ses attentes seront bientôt comblées. Sans s'étaler davantage, Will l'entraîne vers la salle où le vrai cours a lieu. Ils débarquent enfin au bon endroit, mais l'instructeur, prévisible comme une horloge, les note en retard. Will s'excuse pour le changement de salle inopiné. Mais ce type est aussi rigide qu'un piquet et ne veut rien entendre. En guise de punition, il décide de coller une question piège à notre héros. Ça sent le roussi. Erica panique intérieurement, car elle sait que son ami a séché la plupart des cours, il devrait être largué. Will scanne le tableau et décompose le problème, pendant que le prof menace de sabrer sa note à la moindre erreur. Alpus en rajoute une couche, persuadé que Will est au bord du gouffre scolaire. Mais notre garçon est imperturbable. Il saisit la craie et griffonne avec une intensité qui captive toute l'audience. Même son rival pense que c'est juste de l'esbrouf pour se donner un genre. En réalité,
Will a trouvé la bonne configuration, faisant briller le cercle magique au tableau de 1000 feux. Il cloue le bec à tout le monde, y compris son prof infect. L'enseignant doit admettre que la réponse est correcte, laissant l'assistance stupéfaite. C'est inconcevable que le nouveau ait décodé ça après avoir manqué tous les cours de l'année. Dès la sortie de ce cours pénible, Erika exige de savoir comment il a réussi ce tour de force. Will explique calmement que c'était simple comme bonjour. Tout était écrit dans le manuel. Il avait anticipé le coup. Ce qui la choque le plus, c'est qu'il a englouti le bouquin entier en une seule nuit. C'était sa première lecture, et il l'a dévoré, qualifiant l'ouvrage de chef-d'œuvre sur la magie offensive. Le texte couvrait tout, des bases fondamentales aux applications les plus complexes. Malgré la richesse des détails, l'auto-apprentissage de ce pavé serait un calvaire sans une solide compréhension magique préalable. Heureusement, Will a toujours été une bête en théorie, donc il a géré ça sans transpirer. Il a assimilé toute la magie offensive en une nuit, lisant le manuel comme un simple roman d'aventure. Si ça l'amuse lui, Erika, elle, trouve ça carrément flippant. Ce livre est la bête noire de l'Académie, un grimoire indéchiffrable sans l'aide d'un professeur expérimenté. Elle regrette amèrement de l'avoir traité de raté, et réalise que le seul boulet ici, c'est elle. Elle a peur qu'il l'abandonne dans les bas-fonds du classement, mais il lui promet de lui expliquer tout ce qui lui pose problème. Après tout, ils sont potes de classe maintenant. Erika rayonne, ravie de ce soutien. En vérité, notre héros est là pour ses propres objectifs, pas pour jouer à la poupée grâce au pouvoir de l'amitié. Mais comme il est isolé, Erika lui est utile. Il lui parle donc d'un service qu'elle devra lui rendre en retour. Le prochain cours porte sur la magie offensive générale, un module qu'il n'a jamais validé et qui bloque sa progression. Erika pense que ce sera une promenade de santé vu sa performance précédente, mais la réalité est tout autre. Will est incapable d'utiliser la magie offensive classique comme les autres, mais il a déjà un plan génial en tête. Pour que la combine fonctionne, l'intervention d'Erika est indispensable. La scène suivante nous ramène sur le terrain d'entraînement où les élèves sont rassemblés. En matière de magie offensive, deux écoles s'affrontent, la générale et l'unique. La magie générale repose sur des formules standardisées, accessibles à n'importe qui pour peu qu'on apprenne les incantations. À l'opposé, la magie unique est innée, gravée dans l'âme de l'utilisateur, comme la capacité d'Opulpus à matérialiser ses fameuses dagues. Le programme de l'Académie couvre bien entendu ces deux facettes. De l'art offensif pour que les étudiants puissent s'exercer. Cela dit, pour les talents innés, il n'y a pas de manuel ni de réponse toute faite. Ironiquement, c'est l'occasion rêvée pour notre héros de s'incruster dans ce cours et de rafler la mise. Le hic, c'est qu'il est une quiche absolue en magie offensive classique, et son prof ne le sait que trop bien. L'instructeur, vicieux, en profite pour le coincer. Il le félicite pour sa théorie, mais attend de voir ce que ça donne sur le terrain. Après tout, si Will est incapable de lancer le moindre sort de base, l'échec est garanti. Le prof insiste. L'exercice est banal. Il suffit de tirer un projectile sur la cible, comme d'habitude. Il continue de l'humilier en qualifiant la tâche d'élémentaire. Échouer sur un truc aussi fondamental compromettrait carrément son diplôme. Le prof rumine, se remémorant comment ce gamin a détourné ses soins pour attaquer et booster ses capacités physiques par le passé. Mais là, c'est une autre paire de manches. Impossible de tricher avec de l'offensive pure. Il veut juste voir le gosse dégager de son cours. Sauf que notre protagoniste ne bouge pas d'un cil et affiche un sourire confiant. L'instructeur en tombe sûr, le cul en voyant la main de Will s'embraser. C'est théoriquement impossible pour lui. Mais attention, les apparences sont trompeuses. C'est en réalité une petite arnaque bien ficelée par notre héros. Tout repose sur Erika. Elle a généré une boule de feu classique qu'il a discrètement stockée dans la queue de sa salamandre. Ensuite, Will utilise son auto-guérison pour attiser les flammes tout en les dissimulant au creux de sa paume. En gros, il fait du Gojo Satoru avec son sort d'inversion pour maintenir l'infini, une boucle de soins perpétuelle. Même Erika doutait du plan, se demandant à quel genre de fou elle avait affaire, ignorant qu'il fut jadis le plus grand guérisseur de l'humanité. Bref, il coupe le soin pile, au moment où il ouvre la main, donnant l'illusion parfaite qu'il vient de matérialiser une boule de feu. Le reste, c'est du gâteau. Il balance le tout sur la cible, plein dans le mille. Le prof est en train de trembler comme une feuille morte. Son élève vient encore de lui rabattre son caquet. La supercherie est si convaincante qu'il croit dur comme fer à un sort offensif. Résultat, note validée, applaudissements d'Erika et incompréhension totale du public. Opulpus, lui, est vert de rage. Après le cours, il exige des explications auprès du prof. Aucun des deux ne pige ce qui vient de se passer. Il n'y a aucune logique à ce que Will maîtrise soudainement la magie offensive. L'ego d'Opulpus est en miettes après cette défaite, et il trouve que le guérisseur pousse le bouchon trop loin. Il est prêt à pleurnicher chez son père pour faire annuler le cours.
Même l'enseignant est surpris par sa véhémence, tandis que le petit noble s'éloigne, en ordonnant de virer ce soigneur de leur classe, peu importe les moyens. Le prof, ce sale type, est coincé. Enfreindre le règlement comporte des risques si ça se sait. Il a galéré pendant des lustres pour décrocher ce poste à l'académie, pas question de se faire virer maintenant. Après réflexion, il décide de tenter le diable et d'éliminer ce gêneur qui commence à se faire un nom un peu trop bruyant. Le gars a une vendetta personnelle contre un gosse de 15 ans et décide finalement de régler ça lui-même. Une fois les cours terminés, il convoque Will en tête-à-tête sur le terrain d'entraînement. Il menace notre héros, mais Will, complètement à l'ouest, prend ça pour un compliment sans saisir la gravité du moment. L'instructeur veut briser son arrogance, surtout après toutes les absences de Will à son arrivée à l'école. Ce n'est même pas la faute du gamin, vu que c'est cet enfoiré de prof qui lui interdisait l'accès aux cours au départ. Will réplique qu'il a déjà tout révisé en autodidacte et avec ses potes, donc pas de stress. Mais l'enseignant, en bon tyran, n'en a rien à faire et estime qu'une petite leçon de correction s'impose. C'est lui le maître à bord, c'est lui qui décide du programme. Ils vont donc se lancer dans un duel d'entraînement en bonne et due forme. Will trouve ça louche de devoir affronter un prof sans raison. Alors l'instructeur, conscient de l'injustice, lui accorde un léger avantage pour la forme. Si Will parvient à placer ne serait-ce qu'une seule touche, il remporte cette petite évaluation haut la main. Avec un avantage pareil, le prof espère bien que le gamin ne va pas se dégonfler et qu'il prendra le combat au sérieux. Évidemment, ce bouffon n'a même pas envisagé une seconde la défaite. Son ego crève le plafond. De son côté, notre petit héros est en pleine réflexion, en train de décortiquer la situation. Le gamin accepte les conditions du duel, ce qui n'est pas pour déplaire à l'instructeur. Les hostilités démarrent au quart de tour avec un sort tellurique lancé depuis le sol. Heureusement, Will a déjà cerné le style de combat de son prof. Il sait pertinemment que le type est un spécialiste de la terre, alors il esquive la première attaque avec une fluidité déconcertante. Mais le sort mute vicieusement et l'oblige à une nouvelle esquive. Will se fait pilonner par une pluie de coups, mais il garde le rythme et évite le pire. L'enseignant le charrie parce qu'il passe son temps à fuir, mais le vrai souci de Will, c'est cette magie terrestre relou qu'il peut spammer à l'infini. Sans parler de la portée démentielle de ses attaques, ce qui change radicalement de son duel contre Alpus. Cela dit, le frérot est loin d'avoir dit son dernier mot et passe en mode Ultra Instinct sur chaque impact. Will réduit l'écart et fonce sur son maître, qui déchaîne encore sa magie pour faire surgir 2 parois immenses et tenter de transformer le gamin en sandwich. Ce coup a tout l'air d'être le ticket aller simple vers la défaite. Jusqu'à ce que le type aperçoive son élève piqué du ciel telle une fusée, dague au poing. C'est sa seule fenêtre de tir. Alors Will abat sa lame pour lui fracasser le crâne. Manque de bol. L'homme s'est forgé une armure ultra résistante qui bloque l'impact. L'étudiant esquive de justesse la contre-attaque de l'instructeur et reprend ses distances en catastrophe. Cette espèce de vipère traite son élève de minable et dévoile son armure soi-disant invincible. Même Will trouve que le nom de sa technique est d'une ringardise absolue. Pendant que le prof se moque de sa pâle imitation de magie offensive, il l'humilie et piétine sa confiance, lui reprochant d'avoir l'audace de vouloir devenir un mage combattant. Cependant, le modeste élève rappelle, avec assurance à l'instructeur, que la magie de soin lui a permis d'étudier l'anatomie humaine dans ses moindres recoins. Grâce à ça, il a compris que la plupart des humains brident inconsciemment leur force pour éviter de tuer. Leur propre organisme ne supporterait pas leur pleine puissance, et dépasser cette limite causerait des dégâts irréversibles à leur corps. L'instructeur le prend mal, vexé que Will essaie de lui faire la leçon du haut de sa grandeur, mais le raisonnement du gamin est limpide. Si quelqu'un parvient à faire sauter les verrous du corps humain, il peut déployer une puissance colossale, au risque de se briser les os. Mais le gros avantage de Will, c'est qu'il est guérisseur. Alors il s'apprête à nous faire une Izuku Midoriya. Ça ne lui pose aucun problème de finir avec les bras en miettes dans l'opération. La détermination du garçon laisse le prof sur le cul pendant qu'il avance vers lui en mode Chad absolu. L'autre croit encore que son armure ringarde va tenir, mais Deku prépare déjà son Texas Smash. Ah mince, attendez, je me trompe encore d'histoire. L'enseignant pousse un cri d'horreur alors que Will pulvérise son armure d'un seul coup de poing. Le frangin ne se contente pas de casser l'armure. Il lui refait le portrait pire qu'un boxeur amateur face à un champion du monde. Will rappelle à ce cher professeur qu'il n'a pas à décider du destin d'un élève, le cœur réchauffé par le souvenir des conseils de Veronica. C'est uniquement grâce à elle qu'il a pu débloquer une force aussi écrasante à partir de sa magie de soin existante. Will sait qu'il peut devenir encore bien plus fort. Mais alors qu'il est perdu dans ses pensées, l'instructeur tente une attaque sournoise avec une autre colonne de terre. Par chance, il parvient à l'esquiver. Mais ça ne suffit pas à calmer la rage bouillonnante de cet homme. Will ne s'attendait pas à un coup aussi bas, surtout qu'il avait déjà rempli les conditions de l'examen.
L'instructeur déballe encore plus de conneries, prétendant qu'il n'y a aucun témoin pour confirmer la touche, ce qui signifie techniquement qu'un mage guérisseur ne l'a jamais effleuré. Il refuse d'admettre sa défaite face à un vulgaire soigneur et noie notre héros sous une nouvelle vague de sorts terrestres. Will commence à en avoir ras la casquette de son délire à la Seto Kaiba en mode « c'est moi qui fais les règles, je t'emmerde ». Mais comme il a déjà fait sauter ses verrous, il décolle à la vitesse d'une fusée pour le prendre de vitesse une nouvelle fois. L'instructeur n'a même pas le temps de calculer l'avancée soudaine de Will que le garçon arme déjà son poing lourd, prêt à le démolir une seconde fois. Même son armure de la honte n'aura pas le temps de se manifester pour le sauver de cette patate de forain. Mais soudain, le coup s'arrête. Juste avant de lui enfoncer la face, le poing se fige. C'est comme si le flux du temps lui-même avait cessé d'exister. Le poing de Will s'écrase sur son visage, humiliant l'instructeur alors qu'il encaisse la lourdeur de la douleur. Ce coup de poing honteusement lent est pire que de subir l'attaque précédente. Il ne peut même pas s'enfuir cette fois, ni hurler pour sauver sa peau. La scène est franchement hilarante, parce que ce simple coup de poing occupe genre 50 cases à lui tout seul. Finalement, Will relâche la vraie puissance et envoie le type Waldinger, le faisant s'écraser violemment contre le sol. Pendant tout ce temps, le soigneur utilisait une autre de ses petites astuces. Il souhaite un bon retour à la réalité à l'instructeur, lui expliquant qu'il ne s'est écoulé qu'un instant dans le monde réel. Rassurez-vous, notre héros ne joue pas aux devinettes comme son incompétent de professeur et prend le temps de détailler toute l'action. Tout commence à l'instant précis où le poing de Will touche sa cible, déclenchant instantanément un sortilège d'illusions sensorielles. À l'origine conçu pour restaurer des sens défaillants comme la vue, notre prodige a détourné cette magie pour booster ses propres réflexes et sa vitesse en plein duel. En le retournant contre son adversaire, il provoque une surcharge neuronale telle qu'une simple seconde semble endurer 100 dans l'esprit de la victime. Le résultat est terrifiant. Chaque coup reçu se transforme en une séance de torture interminable et d'une brutalité inouïe. Pour couronner le tout, Will affiche son plus beau sourire commercial et demande tranquillement s'il a enfin réussi son évaluation pratique. Sans laisser au pédant le temps de placer un mot, notre protagoniste lui agrippe l'épaule avec une pression glaciale, lui murmurant une promesse effrayante, celle d'anéantir jusqu'à la dernière trace de mépris que cet homme nourrit envers les soigneurs. L'étudiant inoffensif dégage désormais une aura digne d'un seigneur des ténèbres et prévient que quiconque osera encore perturber sa scolarité le paiera au prix fort. Will sell son petit ultimatum avec un sourire éclatant avant de s'éclipser. Plus tard dans la soirée, on retrouve l'instructeur arpentant les couloirs, totalement paniqué face à la monstruosité qu'il vient de croiser. Jusqu'ici, il était persuadé que les mages guérisseurs n'étaient que des gringalets incapables de se défendre, de simples larbins destinés à obéir aux combattants de première ligne. Mais ce garçon vient de briser toutes ses certitudes. Non seulement il possède une technique martiale d'élite, mais son intention de tuer est palpable. Par hasard, l'enseignant tombe sur la petite brute blonde qui attend le verdict de l'entraînement. Le noble ricane, persuadé que Will s'est fait massacrer, mais il se fait instantanément rembarrer comme un malpropre. L'instructeur n'a plus la patience pour les caprices de ce fils à papa et lui ordonne formellement de ne plus jamais chercher des noises au nouveau. C'est une question de survie pour tout le monde, car leur plus grande erreur a été de cataloguer Will comme un soigneur ordinaire. Choqué par ce revirement, Poulpus tente de jouer la carte de l'influence paternelle, mais cette fois, la menace glisse sur le professeur comme de l'eau. Il fait clairement comprendre au petit arrogant qu'il peut aller se plaindre à son cher papa autant qu'il le souhaite. En réalité, si son influence était si puissante, le guérisseur aurait déjà été effacé du tableau depuis longtemps. La famille Omen ne claque pas des doigts pour obéir aux caprices de Poulpus, mais une chose est sûre. S'il continue de provoquer ce garçon, il finira par tous les anéantir. Le noble reste planté là, furieux et incapable de comprendre comment la situation a pu dégénérer à ce point. Quelques jours s'écoulent après cette correction magistrale et nous retrouvons nos élèves à la fin des cours. Will est parfaitement détendu, sentant bien que le blondinet marche désormais sur des œufs en sa présence, sans oser la moindre remarque ou tentative de sabotage. La voie est enfin libre pour se concentrer sur ses études, mais notre héros reste insatisfait de son niveau actuel. Son but ultime n'a pas changé. Il doit absolument empêcher l'apocalypse qui menace d'éradiquer l'humanité. Et pour éviter ce destin tragique, il n'y a qu'une seule solution: devenir monstrueusement fort. Certes, sa magie curative renforce son corps, mais il se retrouve pour l'instant cantonné à des attaques physiques basiques. Les illusions sensorielles sont utiles, mais elles ne font pas le poids face à la polyvalence dévastatrice de la véritable magie offensive. Comprenant qu'il doit inventer sa propre voie martiale pour rester dans la course, Will expose sa théorie à l'assistante Veronica en sollicitant son aide.
Si l'approche de Will mérite d'être peaufinée, Veronica souhaite d'abord aborder un tout autre sujet. Il redoute un peu la critique, mais à sa grande surprise, elle le félicite chaleureusement pour ses exploits récents. Grâce à ses performances, le jeune guérisseur est devenu le sujet de conversation numéro 1 dans la salle des professeurs. Voir un mage de soutien tenir tête aux meilleurs éléments de l'académie est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer. Évidemment, cela suscite aussi la haine et la jalousie chez certains enseignants conservateurs, ce qui était prévisible. Le plus amusant, c'est que Veronica s'est bien gardée de révéler qu'elle est l'architecte secrète de cette progression fulgurante. Elle n'a d'ailleurs jamais eu l'occasion de s'en vanter, car ses collègues ont tendance à la snober en raison de son statut atypique au sein du corps enseignant. Notre héros est soulagé de cette discrétion, car il ne voudrait surtout pas que ses actions attirent des problèmes à celle qui lui a permis d'arriver jusque-là. La professeure balaie ses inquiétudes et avoue qu'elle lui est, au contraire, très reconnaissante. Comme elle l'avait déjà souligné, les mages guérisseurs tentent rarement de concrétiser leur théorie au combat. Joignant le geste à la parole, elle dégaine à nouveau son épée. Elle semble avoir pris goût à cette petite habitude menaçante et défie notre garçon en duel séance tenante. Will ne s'attendait absolument pas à cette réaction, mais Veronica brûle d'envie de tester concrètement ses capacités actuelles. C'est sans doute le moyen le plus rapide pour le faire progresser, mais le pauvre n'est pas prêt du tout et commence à paniquer sérieusement. L'épéiste lui rappelle que ses ennemis ne seront pas aussi patients avant de foncer sur lui. Elle apparaît devant lui dans un fracas tonitruant pour porter un coup que Will parvient à parer à la toute dernière seconde. Il a toutes les peines du monde à maintenir sa garde face à la lourdeur de l'impact. Elle enchaîne les assauts, le noyant sous une pluie de coups tranchants. Même en claquant tous ses boosts et en poussant ses réflexes à bout, il est complètement largué. Le truc avec Veronica, c'est qu'elle n'est pas juste rapide. Cette femme, c'est la foudre incarnée. Sa lame danse d'une frappe à l'autre avec une telle élégance que dans une guerre d'usure, c'est Will qui craquera le premier. En encaissant les chocs lourds, Will pige qu'il n'a qu'une seule ouverture pour l'impressionner en brisant ses propres limites de vitesse. C'est sa chance de la prendre au dépourvu. Concentrant son énergie dans son talon, notre héros fonce droit devant avec une férocité tonitruante. La prof ne s'attendait pas à cette manœuvre, exactement comme il l'avait prévu, et juste au moment où la lame va lui transpercer le visage, elle réagit à bout portant et contre-attaque en pulvérisant littéralement son arme. Le combat est plié. Même avec toute la bonne volonté du monde, Will ne fait pas le poids face à la technicité d'une guerrière d'élite. Veronica ne cache pas son enthousiasme. Elle ne pensait pas qu'il serait capable de lui faire un coup pareil. Elle a dû utiliser une épée magique pour le contrer. Jusqu'ici, elle le voyait comme un soigneur capable de se défendre, mais là, c'est un autre niveau. Les compétences de combat actuelles du garçon frôlent le sommet du classement. Mais comme d'habitude, Will ne se contente pas de ses progrès. Elle valide son ambition et sa détermination à devenir plus fort, comprenant bien que le renforcement n'est pas sa finalité. Will avoue qu'il essaye de faire sauter les verrous de son corps, mais ça ne suffira pas. Comme le duel l'a prouvé, la prof dégaine une autre analogie. Une épée ne sert pas juste à être agitée au hasard. On peut frapper des stocks ou la lancer. La magie de soin doit forcément avoir des applications similaires. Malheureusement, Will s'est déjà creusé la tête là-dessus, sans rien trouver de concret. La sublime épéiste lui explique que son point faible, c'est l'expérience du combat réel. Il lui manque l'intuition pour saisir l'essence du combat. Pour Veronica, le vécu l'emporte sur la théorie quand on sait s'en servir. Même dans leur affrontement, Will a repéré un petit détail dans sa technique. Comprenant le conseil, Will demande s'il doit enchaîner les duels d'entraînement avec elle. Veronica aime l'idée, mais lui recommande plutôt de participer à une mission d'extermination de monstres. Le garçon est stupéfait. Enfin, il va vivre de près une situation de vie ou de mort. Il a déjà participé à ce genre de compétition interacadémie entre Schwartz, Hillick et Zilburn. Ces trois écoles se targuent de styles variés, allant de l'offensif au défensif en passant par l'escrime pure. Leurs élèves sont censés exécuter des requêtes d'extermination. À l'Académie Hayich, il n'avait pas pris part à la mission elle-même, mais cette fois, il a l'occasion d'éliminer des monstres cauchemardesques et de s'endurcir face au chaos à venir. Will forge sa détermination pour sa toute première mission de subjugation. Veronica l'observe avec intérêt, tout en lui rappelant les conditions de participation. Le garçon doit prouver sa valeur lors de l'examen de sélection et une rumeur court sur un prodige parmi les premières années. Le nouvel objectif de Will? Décrocher la première place face à ses camarades. Il demande des détails sur le déroulement de cet examen. Le critère est simple, les candidats s'affrontent. En général, 100 personnes se portent volontaires pour étaler leur talent, et on ne garde que la crème de la crème. Même notre héros commence à en avoir marre de l'obsession constante de cette école pour la bagarre. À l'Académie de soins Hayich, seuls quelques volontaires se levaient, ce qui signifiait que tout le monde pouvait participer à la mission. Mais ici, à l'Académie Schwartz, le format est différent et impose une sélection rigoureuse.
Will se remémore avec chaleur ses souvenirs à l'académie de soins, se demandant comment son vieux maître s'en sort en ce moment. Veronica revient sur le sujet de l'élève prodige, dont le niveau surpasse largement celui de certains instructeurs. Ça veut dire que la première place ne sera pas facile à prendre pour Will, qui se demande si la professeure assistante a déjà croisé cet élève. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de le voir, car ce type adore éviter les profs en agissant comme s'il leur était bien supérieur. Il ne vient même pas poser de questions, mais bon, faut dire qu'elle est aussi plutôt intimidante. Quoi qu'il en soit, Veronica promet à Will de l'aider à se préparer pour l'examen, ce qui lui remonte le moral, car elle est sa seule chance de progresser. On fait une avance rapide jusqu'au jour de l'examen de sélection. Will entre dans l'arène, notant à quel point le temps a filé. Il se sent plus confiant que jamais, ses préparatifs étant enfin bouclés. Alors qu'il se mêle à la foule, une voix familière l'interpelle. C'est Arnellum, le président de l'Alliance des Académies de Magie. Le directeur est ravi de lui annoncer que sa petite fille se rétablit régulièrement depuis qu'il l'a soignée. Le président s'excuse même de ne pas avoir veillé sur le garçon, alors qu'il a sauvé la vie de sa petite fille. Will lui explique que même s'il a galéré au début face aux défis de l'académie, il s'est parfaitement intégré et n'a plus aucun souci. En fait, il ne vise rien de moins que la première place à l'examen, une ambition audacieuse qui tape clairement dans l'œil du directeur. Sauf qu'un rabat-joie de première débarque pour casser l'ambiance, un instructeur qui traite les propos de Will de vastes blagues. Pour lui, ce morveux prend sa classe bien trop à la légère et manque de respect envers l'institution. Au passage, c'est ce même Bod qui supervise l'épreuve de terrain, et le truc dingue, c'est que Will a déjà croisé ce type dans son ancienne vie. On l'appelait l'éclair violette, une légende absolue connue pour ses exploits héroïques et ses résultats incroyables durant la Grande Guerre. Manque de bol, le courant ne passait pas du tout entre eux à l'époque, et l'histoire a l'air de se répéter aujourd'hui. Ce mage au tempérament de brute met un coup de pression aux soigneurs. Le monde regorge de génies du combat, et l'entraînement, c'est de la rigolade à côté. Il le descend sans prendre de gants, affirmant haut et fort qu'une équipe de soigneurs n'a aucune chance de rafler la victoire. Le gamin reste de marbre, tandis que le directeur suggère de régler leur compte pendant l'épreuve plutôt que de se prendre le bec maintenant. L'instructeur insiste qu'il ne fait qu'éduquer le mioche, tout en précisant que le vrai gagnant sera Sirius, son poulain. Franchement, ce gars-là est un copier-coller tout droit, sorti de Genshin Impact. Sirius Bluehot est le prodige que tout le monde attend au tournant, et c'est lui que notre héros devra affronter pour décrocher la première place. L'électricité est palpable, et le directeur semble aux anges rien qu'en les voyant se dévisager avec autant d'intensité. Sans perdre une seconde, les candidats pénètrent dans l'arène sous les acclamations d'une foule assoiffée de spectacles épiques. Will et Erica se retrouvent au deuxième rang, et notre soigneur ne cache pas sa surprise de la voir participer à l'événement. Pas le choix pour elle. Si elle ne participe pas, l'académie risque de lui couper les vivres et adieu l'argent de poche. Même Opulpus est dans les parages, en train de fusiller notre héros du regard depuis l'autre bout de la salle. Pendant ce temps, le directeur félicite officiellement les candidats pour leur parcours et espère voir les meilleurs mages triompher. Le premier tour servira d'écrémage massif pour éliminer la majorité des participants et ne garder que la crème de la crème. En gros, ça va être une gigantesque mêlée générale où 100 étudiants devront s'affronter simultanément. L'endroit est bien trop exigu pour ça, mais pas de panique. Le directeur dégaine son extension de territoire perso pour les envoyer dans une autre dimension. Les élèves sont totalement paumés et n'ont aucune idée de l'endroit où ils ont atterri. Le vieux briscard, lui, se tient aux confins de l'espace pour les éparpiller aux quatre vents dans des zones différentes. Will se retrouve téléporté dans une forêt dense située juste derrière l'académie. Une fois tout le monde en place, le directeur annonce que les positions sont aléatoires et qu'il faudra jouer finement, en coopérant pour ne pas se faire submerger. C'est la loterie complète pour les points de départ, tout repose sur la chance. Will reste bouche bée devant le talent du directeur. Ce vieux croulant a réussi l'exploit de téléporter tout le monde en une fraction de seconde. L'examen de terrain est lancé. Ni une ni deux, notre héros bondit sur une branche et active son sort de dissimulation. Grâce à ça, il passe en mode furtif pour garder un profil bas et éviter les mauvaises rencontres. En jetant un coup d'œil en arrière, il repère 3 élèves déjà en train de se chercher des noises. L'un d'eux invoque un golem de terre massif qui ressemble étrangement à un Pokémon, tandis qu'une fille brandit un marteau féerique absolument gigantesque. Ils sont tellement concentrés l'un sur l'autre qu'ils en oublient la 3e combattante, qui en profite pour les geler sur place. Will est impressionné par l'éventail de techniques des mages offensifs et se dit qu'il a beaucoup à apprendre d'eux, au-delà de sa simple quête de victoire. Ce qu'il vient de voir lui plaît bien, et il compte bien adapter ses idées pour les ajouter à son propre arsenal. Le combat se termine, et c'est le type au golem qui reste debout, célébrant sa victoire comme s'il avait gagné la guerre. C'est le moment que choisit notre héros pour surgir en traître.
Il lui agrippe la tête, active son blocage de conscience et l'envoie au tapis direct. Imaginez une version miniature de la sphère de l'espace infini de Gojo, pour vous faire une idée. Avec cette capacité, Will manipule le flux vital de l'adversaire pour provoquer un évanouissement, mais sa prise doit être en béton pour que ça fonctionne. C'est une technique qu'il a piquée à Veronica pendant leur séance d'entraînement intensive. Perdu dans ses réflexions, Will manque de se faire avoir. Il esquive une volée de dagues in extremis et reconnaît immédiatement l'agresseur. C'est encore cet abruti fini, et cette fois, il a ramené ses potes pour lui prêter main forte. Opus pense peu, être qu'il passe juste l'examen comme tout le monde, mais il profite surtout de l'avantage numérique pour coincer Will à 3 contre 1. Alpus active sa magie de création de couteaux, tandis qu'un de ses larbins enduit ses dagues d'un poison dangereux. Le dernier sbire utilise le clonage de l'ombre pour démultiplier la menace. Avec ses lames empoisonnées, la moindre égratignure serait fatale à notre héros. Impossible de parer quoi que ce soit. Des douzaines de lames foncent sur Will comme des missiles à tête chercheuse. En voyant les ennemis débarquer, il envisage un instant de dissiper le poison avec un sort de soin, histoire de voir. Mais gérer une telle pluie de dagues, même boosté physiquement, c'est une vraie galère. Le dos au mur, il change de stratégie et sort une technique inédite de sa manche. D'un coup, une barrière surgit de nulle part et s'interpose, protégeant Will des lames tranchantes. Alpus n'en croit pas ses yeux. Son propre golem de pierre a changé de camp. Et oui, la beauté de la magie de soin, c'est qu'elle marche aussi sur les créatures invoquées. Ce tas de cailloux bougeait grâce au sang de son invocateur d'origine. Même si la bête est un peu limitée intellectuellement, notre soigneur en prend le contrôle total grâce à son sort d'imprégnation de pseudo-vie. Le golem fonce dans le tas. Premier arrêt, il décoche une droite monumentale en plein thorax d'un des assaillants. Ensuite, il s'assoit littéralement sur un deuxième gars, lui ruinant probablement les vertèbres à vie. 2 hors-jeu, le dernier commence à suer à grosses gouttes. C'est fini pour lui. Notre héros lui fonce dessus à la vitesse de l'éclair, lui agrippe le visage et l'envoie faire dodo direct. Affaire classée. Will repasse en mode furtif et laisse son nouveau jouet de pierre ouvrir la marche sur le champ de bataille. Comme ces techniques de renforcement ne suffisent pas pour le corps à corps prolongé, utiliser le golem est la parade parfaite pour combler ses lacunes. Ça lui permet aussi d'analyser la situation sans se mouiller. Soudain, une tornade titanesque attire son regard. On dirait qu'une catastrophe naturelle vient de frapper la forêt. Sauf que ce n'est pas le vent, c'est carrément une vague d'énergie destructrice qui manque de peu de désintégrer notre héros. L'impact défigure le paysage, pulvérisant le golem, les autres élèves et rasant tous les arbres aux alentours. Un vrai carnage. Au loin, Will aperçoit une silhouette solitaire. C'est Sirius, le prodige de l'académie. Sans blague, ce mec a plus une tête de protagoniste que notre propre héros. Sa puissance est juste effrayante. Will hésite à engager le combat, mais le match est brusquement interrompu. Le directeur félicite les participants pour leurs efforts et siffle la fin de cette manche préliminaire. Seuls 4 survivants accèdent à la phase suivante. Les choses sérieuses se dérouleront dans l'arène. En attendant, le président leur conseille de se reposer et active un sort de téléportation de masse. Pendant le transfert, Sirius, toujours aussi sérieux, lance un regard noir plein de sérieux à notre protagoniste qui, lui, ne l'est pas autant. Will va devoir puiser dans ses ressources pour vaincre ce type en une journée. Sur ce, ils disparaissent tous les deux. De retour chez lui, notre intello planche sur ses devoirs et sa stratégie. Mais devant sa porte, Opus et sa bande de ratés sont de retour. Ils ont la rage d'avoir pris 50 défaites d'affilée face aux soigneurs. Mais Opulpus est un mauvais perdant, une vraie ordure. Obsédé par la fierté de son rang, il veut laver l'honneur de la famille Oman souillée par un simple guérisseur. Sa plus grande trouille, c'est que son daron découvre toute l'histoire. Ses potes, par contre, n'ont plus la foi. Ils le lâchent en plan, le laissant gérer sa merde tout seul. Opus panique puis explose de colère, jurant qu'il trouvera un moyen de virer le soigneur, même sans magie. Pendant ce temps, notre héros se détend dans sa chambre quand on frappe à sa porte à une heure pas possible. Il va ouvrir, pressentant déjà les ennuis. Évidemment, c'est Alpus qui joue la comédie du noble courtois et le salue chaleureusement. Will est méfiant et ne gobe pas son jeu d'acteur, mais le noble doré prétend vouloir juste discuter. Il déballe alors sa haine viscérale pour les guérisseurs, avouant toutes les crasses qu'il a faites pour tenter de faire renvoyer Will. Sauf que notre héros lui a sorti une carte sens interdit à chaque fois, déjouant tous ses pièges. Mais là, Opulpus a un message personnel. Fini les sourires, il lui ordonne froidement de quitter l'académie. Tu parles d'une performance d'acteur éclatée au sol. Will commence presque à respecter tant d'obstination dans la haine. Le type ne lâche rien. Opus se vante de son rang et ne supporte pas de voir des soigneurs flâner. Même son grand frère était un soigneur faiblard. Les gens se moquaient de lui et lui, il encaissait avec un sourire niais. Pour lui, les mages offensifs sont la fierté.
et les soigneurs juste des déchets pathétiques. C'est la triste réalité de l'éducation noble. Un système toxique et impitoyable. Opulpus essaie de le convaincre par la tchatch, mais Will ne va pas juste répondre « Ok frère, je me casse », il l'envoie bouler. Le noble s'y attendait et abat sa dernière carte. Il s'est renseigné sur la famille de Will. Grâce à ses larbins et ses contacts, il a découvert que Will a une petite sœur qu'il adore par-dessus tout. Un simple claquement de doigts et ses hommes de main pourraient liquider la sœur du garçon. L'atmosphère devient tout à coup irrespirable. Will abandonne son air détaché et saisit violemment son adversaire à la gorge avant de le clouer au sol d'une gifle monumentale. Il passe ensuite dans son dos pour lui verrouiller le bras, prêt à le disloquer à la moindre occasion. Will rappelle à ce cher noble que sa décision est irrévocable. Opulpus a beau couiner comme un chiot, craque, son bras se brise, le transformant en une épave larmoyante. Toujours assoiffé de vengeance, l'aristocrate aboie que l'Académie ne laissera pas passer une telle agression. Mais voilà l'astuce, le frérot a complètement zappé que Will est en fait un soigneur. Le bras est comme neuf, ce qui signifie qu'on peut joyeusement le briser de nouveau. Crac, deuxième manche. Opulpus hurle, ravagé par une douleur atroce. Will le soigne encore, et le petit jeu continue. Le noble supplie, mais crac, ça casse quand même. Ce cycle infernal de guérison et de fractures se poursuit, Will précisant avec un sourire en coin qu'il ne changera pas d'avis. Menacer sa sœur, c'était la ligne rouge à ne pas franchir pour se rater. Crac, crac et recrac. Un broyage de bras impitoyable jusqu'à ce que l'esprit d'Opulpus soit en miettes. Il pige enfin que ce gamin n'est pas un soigneur, mais le diable en personne. Tout comme la leçon reçue par l'instructeur, le noble comprend dans la douleur qu'il ne faut pas chercher des noises. À ce gars-là. Ce soir-là, Will renvoie l'aristocrate chez lui avec ses meilleures salutations, comme si de rien n'était. Notre héros ne ressent pas la moindre once de regret, s'endormant même avec le sourire aux lèvres. Le lendemain, le tournoi principal bat son plein. Dans l'arène, la foule attend ce match avec une impatience palpable. Les 4 qualifiés du premier tour doivent s'affronter. Parmi eux se trouve Erika, qui a largement dépassé les attentes de Will. Apparemment, elle s'est contentée de s'enfermer dans des murs de feu, dissuadant quiconque d'oser l'approcher. Bref, la fille n'a pas bougé le petit doigt et a gagné par forfait, mais quelque chose cloche. Will sent qu'il y a anguille sous roche. Elle lui demande d'y aller mollo, mais il n'est pas du genre à se laisser amadouer et compte bien tout donner. Erika annonce qu'elle vise une bien meilleure note après l'avoir battue, et c'est ainsi que débute leur affrontement épique. Sa première offensive prend la forme d'une boule de feu cuisante. Will encaisse l'attaque frontale sans broncher. C'est un sort de feu basique, rien d'extraordinaire. Même sa magie de soin peut régénérer les dégâts sans la moindre difficulté. Ce mouvement simpliste le pousse à sous-estimer Erika, jusqu'à ce qu'il remarque un détail très inquiétant. Le sort qu'il a touché est bien plus qu'une simple attaque, c'est un piège. Erika enchaîne, bombardant de boules de feu coup sur coup, mais ces flammes ont une particularité, elles refusent catégoriquement de s'éteindre. Cette nana a dû prendre des cours chez Itachi, car elle maîtrise l'Amaterasu à la perfection. Malgré une puissance de feu modeste, la durée est anormale. Même en maintenant une régénération active, les dégâts répétés vont finir par lui coûter cher. Cela confirme ce qu'il avait vu la fois précédente, quand il avait utilisé sa flamme pour tricher à l'examen de magie offensive de base. Ça explique aussi pourquoi aucun concurrent n'a pu l'approcher à travers ces murs de feu. Les flammes ne s'éteignaient littéralement jamais. Ces flammes sont le reflet de son obstination, et cette démonstration soudaine de talent attire l'attention de la foule. Pour être franc, ils la soutiennent juste pour voir notre héros perdre. Un air d'arrogance s'empare alors d'elle. Elle réalise qu'elle peut non seulement passer les préliminaires, mais aussi éliminer quelqu'un d'aussi puissant que Will. Préparant sa contre-attaque, notre garçon éteint nonchalamment les flammes après avoir doublé sa capacité de soin. Elle réitère la manœuvre, mais Will est prêt. Sachant que son feu ne se dissipe pas, il s'en saisit volontairement pour booster sa propre offensive. C'est un coup de génie tactique. Le soigneur se retrouve avec des poings enflammés pour appuyer ses frappes. Erika est sur le point de se faire valdinguer quand elle lève soudain les mains et déclare forfait. Par chance, elle s'en sort indemne. L'annonceur déclare notre héros vainqueur du match. Malheureusement, ses notes d'évaluation ne bougeront pas beaucoup. La même foule qui soutenait Erika se retourne contre elle, la traitant d'imposture pour une mage offensive. La pauvre fille, cantonnée au soutien toute sa vie, s'effondre sous le poids des attentes. Mais son cher ami l'aide à se relever, soulignant la qualité de son combat. Il soigne même ses blessures, gagnant ainsi son affection. Cette petite idylle est pulvérisée lorsque le professeur Bode monte sur scène pour siffler la fin de la récréation. Pointant un doigt accusateur vers le soigneur, il traite Will de véritable ordure, furieux qu'une mage offensive ait abandonné face à un type pareil. Ces paroles effraient la pauvre Erika, laissant Will se demander si c'est un comportement digne d'un instructeur.
Le superviseur se vante de sa position, martelant que son rôle consiste à dire la vérité toute crue, ce qu'il considère comme un encouragement. Mais en partant, il confirme à notre garçon qu'il n'y aura qu'un seul candidat retenu à l'issue du tournoi. L'homme en question s'approche du soigneur. C'est le fameux Sirius. Ils échangent quelques mots, mais Sirius ne daigne même pas le regarder en parlant. C'est un adepte de la force pure qui partage la vision du monde de l'instructeur Bod. Le guérisseur est partant, mais notre petit prodige a encore une dernière confession à faire. Il admet sans détour que son adversaire est costaud, mais Sirius compte bien imposer sa vision du monde en l'écrasant durant ce duel. Faisons un petit point sur les capacités hors normes du prodige. Will se rappelle avoir entendu ce nom dans sa vie antérieure. Un type doté d'une puissance offensive tout simplement délirante. Un sorcier dont les victoires sont écrasantes. Rien ni personne ne peut lui barrer la route sans finir réduit en tas de cendres. La grande finale opposant Sirius à Will est sur le point de débuter. Vu la tournure des événements, notre héros a bien compris qu'il ne gagnera le respect de l'Académie qu'en terrassant le favori ici et maintenant. Son objectif est donc clair. La victoire. Le coup d'envoi est à peine donné que Sirius déclenche déjà une tornade dévastatrice depuis sa position. L'attaque couvre une zone immense, obligeant Will à une esquive prudente avant de contre-attaquer en brisant ses propres limites de vitesse. Will fonce telle une fusée, jetant toutes ses forces dans la bataille pour se rapprocher, mais Sirius déploie une bourrasque magistrale pour le maintenir à distance avant l'impact. C'est un sacré dilemme pour le soigneur, qui ne peut porter aucun coup décisif sans entrer dans la zone de danger. Le face-à-face entre ces deux forces de la nature s'intensifie, et Sirius commence à réaliser à quel point son adversaire est rapide. Il lève la main et projette une rafale de vent d'une violence inouïe droit sur sa cible. Notre garçon comprend vite que la tornade précédente n'était qu'un amuse-gueule comparé à ce souffle qui ravage la zone entière. Il peine à garder l'équilibre, mais l'heure est venue de dévoiler son atout. Il plaque sa main au sol et fait jaillir un arbre titanesque, laissant Erika stupéfaite par cette utilisation de la magie de soin. Conscient de sa nouvelle puissance, il se remémore un épisode survenu quelque temps auparavant. Notre protagoniste avait fait une démonstration au professeur Veronica, expliquant qu'il injectait de l'énergie vitale pour booster la croissance végétale. Ayant étudié la théorie sur la manipulation offensive des plantes, il s'était mis en tête de tester ça avec ses propres capacités. Il cherchait à diversifier ses tactiques, mais s'est soudainement effondré, rattrapé de justesse par Veronica. Il fut choqué par l'épuisement brutal de son mana, le manuel n'ayant jamais précisé que cette technique était aussi gourmande en énergie. Veronica lui a alors donné la clé du mystère. Il est bien plus simple de détruire que de guérir. Le soin consomme beaucoup plus de ressources que l'offensive. Imiter des sorts d'attaque via la magie curative est sans doute la pire façon d'utiliser son mana. Comprenant les risques, il avait prévu de réserver cette carte maîtresse pour le moment opportun. Retour au combat. Notre héros déploie cette technique car ses sorts offensifs classiques manquent cruellement de punch. Il décide de tout miser sur ce coup, mais à peine l'arbre a-t-il fini de grandir que Sirius le tranche net d'une lame de vent. Ça déstabilise notre héros, car la magie de Sirius est faite de cyclones capables d'engloutir ses ennemis et de tempêtes balayant tout le périmètre. Ces lames d'air s'occupent des obstacles solides, tandis que la tornade centrale repousse quiconque ose l'approcher. Will comprend mieux pourquoi ce type est le numéro 1. Mais déterminé à se renforcer via cette magie, il se jette tout de même en direction de Sirius. L'adversaire réagit instantanément en s'entourant d'un vortex, le narguant en affirmant qu'il ne l'atteindra jamais, peu important ses efforts. Et il n'avait pas tort. Dès que notre garçon percute la tornade, il est éjecté violemment. Le sourire de Sirius s'efface brutalement quand il sent que quelque chose cloche. Un morceau de bois vient de lui transpercer l'épaule. La confusion se lit sur son visage alors qu'il exige des réponses, laissant Will révéler sa stratégie avec assurance. Il avait anticipé que Sirius ne pourrait pas protéger le sol sous ses pieds. La plante a donc déployé ses racines en sous-sol pour remonter et frapper, d'où cette blessure sanglante à l'épaule. Le protagoniste lui demande si le professeur Bod l'inquiète, vu leur différence, mais Sirius, grimaçant de douleur, rétorque que le maître ne l'instruit que pour sa puissance. Notre héros continue son interrogatoire, sachant pertinemment que son rival est issu d'une lignée illustre. Sirius crache le morceau sur son clin. Seule la compétence magique compte, et c'est le plus fort qui hérite de la tête de la famille. Le genre ou l'âge n'ont aucune importance, une mentalité qui a engendré d'innombrables ennemis au sein même de sa parenté. Tous se battent pour le trône, et son propre père refuse de le former. Alors pour Sirius, obéir à ce professeur est l'unique voie vers la puissance absolue. Il rassemble alors une quantité phénoménale d'énergie magique, prenant de court la foule et notre protagoniste. La puissance prend la forme d'un dragon majestueux, et Sirius annonce que la fin du combat est imminente. Le monstre devant cible notre héros, lui faisant comprendre qu'on ne joue plus à la dinette. Autrefois, Will pensait que la vie était simple pour les mages offensifs,
ce qui le poussait à charbonner encore plus. Mais il s'était lourdement trompé depuis le début. Il réalise que la supériorité ne dépend pas que du talent inné, mais que la lignée, le vécu et le passé pèsent aussi dans la balance. Tout cela le pousse à hurler à la face de Sirius qu'il compte bien remporter ce duel, laissant son adversaire totalement abasourdi par cette audace. Will plaque sa main au sol, prêt à dégainer sa graine secrète, et relance la croissance de l'arbre légendaire, Yggdrasil. La végétation explose à une vitesse folle, engloutissant une quantité de mana bien supérieure à n'importe quelle autre plante. L'avantage, c'est qu'elle ne cessera de grandir tant que notre héros continuera de l'alimenter en énergie magique. Sirius riposte avec une lame de vent tranchante, sectionnant l'arbre en deux et propulsant la partie supérieure haut dans les airs. Mais en levant les yeux, il réalise avec horreur que le morceau projeté s'est transformé en un arbre massif qui lui fonce droit dessus. Will a fait un calcul simple. Comme Sirius mobilise déjà toute sa magie pour maintenir son dragon devant, il n'aura pas le temps de parer l'attaque. Son intuition était bonne, et l'arbre s'écrase de tout son poids sur son adversaire. En relevant la tête, Sirius découvre Will, un couteau pointé vers lui. Comprenant qu'il est échec et mat, il accepte la défaite, et Will est déclaré vainqueur. La foule exulte, totalement prise au dépourvu par la défaite de Sirius, et les murmures sur la puissance phénoménale du protagoniste se répandent comme une traînée de poudre. Beau joueur, notre héros lui tend la main pour l'aider à se relever tout en saluant sa force, mais la réponse de Sirius trahit un moral brisé. Notre garçon tente de le rassurer en insistant sur la qualité du duel, quand soudain, le professeur Bode fait irruption, la déception se lisant clairement sur son visage. D'un simple coup de pied, il dégage l'arbre qui gênait le passage avant de soulever Sirius par la taille comme une poupée de chiffon. Il l'emmène sans ménagement, ivre de rage face à cet échec, et hurle que son entraînement va reprendre depuis le tout début. Un silence de mort s'abat sur l'arène, l'audience étant choquée par une telle sévérité. Bode se tourne alors vers le public, en rugissant que cet avertissement vaut pour tout le monde. Hors de lui, il ne parvient pas à digérer le fait qu'un simple guérisseur ait pu décrocher la première place. Will, réalisant que le caprice du professeur va trop loin, prend la défense de Sirius en affirmant qu'il s'est bien battu et que la défaite ne fait pas de lui un faible. Alors qu'il s'apprête à en rajouter une couche pour soutenir son adversaire, Bode le fait taire brutalement. Le professeur s'avance alors vers notre protagoniste, tournant en ridicule sa tentative de protéger Sirius. Il balance Sirius sur le côté et traite notre héros d'imbécile, martelant que dans un duel, seule la puissance brute garantit le résultat. Emporté par sa haine, il déclare qu'un perdant ne vaut pas mieux qu'une ordure qu'on jette. Will est profondément heurté d'entendre un maître parler ainsi de son propre disciple. Il rétorque que sa position ne lui donne aucunement le droit de déblatérer n'importe quoi. Les yeux de Bode lancent des éclairs. Il tente de briser le moral de notre gars en lui prédisant qu'il sera bientôt relégué parmi les faibles, le rôle de guérisseur étant, selon lui, sans valeur. Il continue sa provocation en soulignant que les réserves de mana de Will sont dangereusement basses, ce qui surprend notre héros. Bode enfonce le clou. Pour lui, les faibles sont des parasites qui finissent par causer la mort des plus forts. Se faire traiter de boulet renvoie brutalement notre garçon dans son passé, à l'époque où Bode le maltraitait pour son manque de puissance. Même à cette époque, il tentait de se défendre en insistant sur le fait que les guérisseurs soutiennent les autres grâce à leur magie. Il criait pour prouver que ce monde a besoin de soigneurs pour maintenir l'équilibre, sans quoi l'humanité courrait à sa perte. Bode le relâche, hanté par le souvenir d'un disciple qui s'était sacrifié en première ligne pour couvrir une retraite avant de se faire massacrer par des monstres de bas étage au point d'extraction. Son élève a péri, acculé et sans aucune échappatoire, sous les yeux d'un Bode impuissant, incapable de le soigner. Le professeur serre le poing et hurle que Sirius ne doit pas mourir pour des raisons aussi pathétiques. D'un point de vue purement pragmatique, il faut admettre que le professeur n'a pas complètement tort. La faiblesse conduit inévitablement à la mort, et l'entraînement est vital pour survivre. Cependant, viendra un jour où les monstres deviendront encore plus féroces. Et ce jour-là, les forts ne pourront pas se permettre d'être égoïstes. C'est pour ces instants critiques que même les sans talent doivent savoir se battre. De retour au présent, notre héros lance un défi direct au professeur, espérant ainsi forcer son respect et sa reconnaissance. Bode ricane et accepte sans hésiter, persuadé qu'un minable guérisseur n'a aucune chance face à lui. En entendant cela, l'arbitre panique complètement et demande à Bode s'il est vraiment sérieux. Bode plie les règles à sa convenance avec fierté. N'ayant pas le choix, l'arbitre fait évacuer Sirius et annonce un duel spécial. Will contre Bode. Le combat débute quelques instants plus tard. Bode fait craquer ses doigts, se vantant qu'il va exposer au grand jour la véritable faiblesse de notre garçon. Vu le peu de mana qu'il lui reste, Will est inquiet à l'idée d'affronter l'adversaire le plus puissant qu'il ait croisé depuis longtemps. Il commence à élaborer un plan minutieux, conscient que ce duel sorte totalement de l'ordinaire.
Avant même qu'il ne puisse bouger, Bode hurle qu'il est trop lent et déclenche son attaque, dont l'éclat magique suffit à illuminer tout le terrain. Il se vante ensuite de vouloir lui enseigner les 3 raisons pour lesquelles sa victoire est inévitable. Irradiant une quantité massive de mana, il énonce la première raison, l'avantage de la distance pour supprimer l'ennemi. La seconde, la vitesse, qui empêche toute réaction. Et enfin la troisième raison, la puissance nécessaire pour achever l'adversaire en un seul et unique coup. Alors que Bode s'apprête à continuer, il ironise sur le fait que le protagoniste n'est probablement même plus en état de l'entendre à l'heure qu'il est. Notre héros se relève une fois de plus et lance un défi. Où est donc cette fameuse puissance capable de tuer en un coup? Malgré ses blessures apparentes, il tient tête au professeur, parfaitement conscient de sa magie de foudre unique. Pour survivre à la décharge électrique, l'impératif est absolu. Il doit empêcher le courant de frapper directement ses organes internes. Il sait pertinemment que si son cerveau ou son cœur sont touchés, c'est la fin. Sa magie régénératrice ne pourra jamais suivre la cadence. C'est pour cette raison précise qu'il a conçu un circuit sanguin capable de conduire l'électricité vers l'extérieur. En se plantant un couteau dans la main, il crée une dérivation. La foudre frappe la lame, traverse ses membres et finit sa course dans le sol, limitant ainsi la casse. Cela dit, encaisser une telle tension reste un calvaire physique abominable. L'heure de la riposte a sonné. En face, Bode le toise avec mépris, s'étonnant presque qu'il tienne encore debout après un tel choc. Will tente alors de renforcer ses muscles par la magie, mais réalise avec horreur que ses forces l'abandonnent totalement. Le secret de Bode éclate au grand jour. Sa foudre violette possède une propriété paralysante qui fige instantanément ses victimes. Comprenant qu'il est dans une situation critique, Will lève péniblement la main alors qu'une nouvelle salve mortelle fonce droit sur lui. L'ego du professeur prend le dessus. Il veut vider sa réserve de mana juste pour voir combien de coups ce gamin peut encore endurer. L'attaque part, stupéfiant la foule par sa violence, tandis que notre jeune combattant serre les dents et encaisse le choc. Bien que l'arrogance du professeur soit alimentée par une magie objectivement surpuissante, notre protagoniste refuse catégoriquement de plier l'échine. Dans son esprit, la victoire est la seule issue envisageable. Rassemblant ses dernières ondes de mana et d'endurance, il frappe le sol de sa paume et fait jaillir instantanément un arbre aquatique. Cette végétation a la capacité unique de gorger sa structure d'eau souterraine, agissant comme un paratonnerre naturel pour disperser l'électricité. Mais le destin est cruel. D'un éclair tranchant, Bode pulvérise l'arbre, laissant les spectateurs bouche bée. Will reste sans voix alors que son adversaire s'avance vers lui, persuadé d'avoir brisé sa dernière ligne de défense. Cependant, le regard de Bode se fige sur le tronc abattu. Des champignons prolifèrent à une vitesse hallucinante, le prenant totalement au dépourvu. Un soulagement discret envahit notre héros. Sa stratégie a fonctionné. C'est un fait connu, la foudre accélère la croissance fongique. Lorsqu'un éclair réduit une forêt en cendres, il nettoie le terrain de toute concurrence, permettant aux champignons d'être les pionniers de la Renaissance. Mais leur rôle ne s'arrête pas à la simple botanique. Ces spores diffusent une toxine paralysante, et Bode est en train d'en faire l'amère expérience. La panique change de camp. La distance de sécurité est rompue, et Will saisit cette opportunité inespérée. Il arme son poing et frappe, mais le professeur esquive in extremis avant de lui planter un coup violent dans l'estomac. Bode prouve alors qu'il n'est pas qu'un mage. C'est un expert du corps à corps capable de fusionner ses éclairs à ses mouvements. Il affirme qu'en dopant ses réflexes à l'électricité, il surpasse largement la petite paralysie causée par les champignons. Effondré au sol, se tenant la poitrine, Will commence à douter. L'idée de la défaite s'insinue en lui. Triomphante, Bode prépare le coup de grâce en se proclamant vainqueur, mais son poing est stoppé net avant l'impact. C'est la professeure Veronica, l'âme au clair. Bode tente de la rejeter, lui rappelant qu'une novice n'a pas voix au chapitre. Malgré ses tremblements, Will perçoit une lueur d'espoir dans cette intervention inattendue. Elle tranche. Le duel est terminé. S'acharner maintenant ne serait que de la cruauté gratuite. Bode cherche des excuses, prétextant que les talents de guérisseur de l'élève suffiront à le remettre sur pied. Veronica ne lâche rien. Le garçon est à sec. Il a tout donné dans ses précédents combats et n'a plus une goutte de magie. Vexé, Bode attaque à nouveau, sous-estimant le courage de sa collègue. Veronica riposte instantanément, et les deux lames s'apprêtent à s'entrechoquer. C'est alors que le directeur surgit de nulle part pour mettre fin à cette querelle. S'interposant physiquement, il bloque l'avancée de Bode et présente ses excuses à Veronica pour le manque de communication. Il siffle la fin de l'examen de sélection et ordonne l'évacuation immédiate de la zone. Alors que la foule se disperse, Will tente un sort de soin, en vain. Épuisé, il se laisse porter par Veronica qui le félicite pour sa performance. Elle lui conseille le repos, mais ses paroles réconfortantes ne suffisent pas à apaiser sa frustration.
Le lendemain, en arpentant les couloirs de l'école, il ressasse l'écart abyssal de puissance qu'il a ressenti. Il ne comprend pas comment l'humanité a pu s'éteindre avec de tels monstres pour la défendre, et sa résolution de devenir plus fort s'en trouve décuplée. Lorsqu'il entre dans le bureau, le directeur l'accueille chaleureusement, surpris de voir ses blessures déjà guéries. Will précise qu'avec le retour de son mana, la régénération a été quasi instantanée. Le directeur en déduit que l'entraînement sur le terrain sera une promenade de santé pour lui, ce qui laisse notre héros perplexe. Le directeur poursuit en clarifiant la situation. Ayant décroché la première place lors de la sélection, Will a bel et bien réussi, tout comme Sirius et Erika qui sont aussi du voyage. Confus, Will exige des réponses, rappelant que Bode avait pourtant annoncé l'échec collectif de la classe sans la moindre hésitation. C'est une vieille tradition, explique le directeur. Faire croire au pire chaque année pour pousser les élèves dans leur dernier retranchement et tester leur sang-froid, même si certains finissent par être repêchés. Les missions sur le terrain n'étant pas une partie de plaisir, Bode a dû endosser le rôle du méchant instructeur, une méthode brutale mais nécessaire pour les préparer au danger. Dans son ancienne vie, Bode n'était pas un simple prof, mais un véritable héros de guerre, combattant sans relâche en première ligne pour préserver l'humanité de l'extinction. Sans perdre de temps, le directeur incite notre héros à constituer une escouade de combat. L'objectif est de s'associer avec des élèves d'autres académies en tant qu'attaquants, afin de pouvoir officiellement accepter des contrats d'élimination de monstres. Une réalisation frappe Will de plein fouet. Il va affronter des monstres pour la première fois dans cette vie. Ces mêmes créatures qui, autrefois, avaient précipité la fin du monde. On appelle monstres toute créature dotée de magie. Mais contrairement aux idées reçues, ils ne représentent pas tous une menace mortelle pour l'homme. Certes, des attaques surviennent, mais elles sont bien souvent dictées par l'instinct de survie de la bête plutôt que par une pure méchanceté. Avec une meilleure compréhension de leur écosystème, une cohabitation aurait même été envisageable, au lieu de les cataloguer systématiquement comme des ennemis à abattre. Malheureusement, le destin est en marche. Dans 2 ans, l'apparition de la Lune rouge bouleversera l'équilibre mondial à tout jamais. Baignés par cette lumière écarlate, les monstres sombreront dans une rage sanguinaire, s'unissant par-delà les espèces pour former une armée dont l'unique but sera l'éradication totale des humains. Et comme si ce cauchemar ne suffisait pas, 2 années après ce cataclysme initial, le roi démon en personne descendra sur Terre. Face à cet enchaînement désastreux, l'humanité se retrouvera acculée, voyant ces nations s'effondrer les unes après les autres dans un bain de sang. Les mages de combat seront alors réclamés d'urgence sur tous les fronts, mais hélas, la situation devenant ingérable, ils tomberont comme des mouches, périssant aux côtés des chevaliers dans une lutte perdue d'avance. Une fois les premières lignes brisées, même les soigneurs seront massacrés sans pitié, condamnant les blessés à une mort certaine, faute de secours. Au moment où notre héros a rendu son dernier souffle dans sa vie antérieure, il ne restait quasiment plus personne capable de tenir une arme. Si le cours de l'histoire reste inchangé, l'extinction est inévitable. Il est hors de question de laisser cette tragédie se reproduire. Il se fait alors le serment de surpasser sa puissance d'antin, décidé à devenir le rempart ultime contre la grande invasion qui se prépare. Plus encore, il compte bien découvrir l'origine de cette maudite lune rouge qui rend les bêtes folles, dans l'espoir d'étouffer la catastrophe dans l'œuf. Le directeur, captant la lueur de détermination farouche dans le regard du jeune homme, ne peut s'empêcher d'être impressionné. Voyant un tel potentiel chez Will, il s'interroge. Le corps enseignant athée, il prit toutes les précautions nécessaires pour l'entraînement à venir. Il se rassure toutefois rapidement, confirmant que les protocoles de sécurité sont bien établis. Son intention est claire, il veut favoriser l'ascension de Will. Plus tard, alors que le groupe attend à l'extérieur avec Veronica, Bode s'avance vers eux. Will tente maladroitement de montrer qu'il a compris les motivations de son professeur, mais Bode lui coupe la parole en aboyant une dernière réprimande avant de tourner les talons. Cependant, juste avant de s'éloigner, il lâche un encouragement bourru, ordonnant à son élève de donner le meilleur de lui-même pendant l'exercice. Puis, presque à voix basse et le dos tourné, il le remercie d'avoir soigné Sirius. Sirius sort alors de l'ombre pour exprimer sa gratitude à son tour, affirmant que cette épreuve lui permettra de combler ses lacunes pour revenir plus fort que jamais. Tant qu'il est en vie, sa revanche reste possible, et cette fois-ci, il jure que ses efforts ne partiront pas en fumée. Notre héros l'exhorte à repousser ses limites. Une promesse scellée par un check fraternel et silencieux entre les deux rivaux. Pour Will, voir émerger des mages de combat aussi talentueux est une bénédiction. Ils seront des alliés précieux dans la guerre imminente contre les monstres. Peu après ses adieux, la petite troupe grimpe dans une calèche et se met en route. Le voyage s'écoule jusqu'à l'annonce de l'arrivée imminente aux abords de la forêt de Dunle, où les détails de l'opération leur seront communiqués. Veronica prend la parole pour expliquer la mission. Il s'agira d'une chasse aux gobelins, répondant à une requête spécifique dans la zone forestière.
Elle commence par orienter 3 étudiants venus des académies de Schwartz, Heelish et Gilburn. Se tournant ensuite vers Will, elle lui annonce qu'il dirigera une escouade de 4 personnes, supervisée par un instructeur de l'une des écoles. Inquiète, Erika demande si la composition des équipes est figée, ce à quoi Veronica répond par un sourire rassurant. Elle sera bien dans le même groupe qu'elle. Bien qu'Erika trouve Veronica un peu intimidante, elle préfère largement sa compagnie à celle d'un parfait inconnu. Quelques instants plus tard, le véhicule s'immobilise. Ils sont arrivés à destination. En descendant de la voiture, Veronica remarque que les élèves de l'Institut Gilburn sont déjà sur place. Le protagoniste se remémore alors son passé solitaire, une époque où il ne comptait que très peu d'amis ou de relations. Soudain, une jeune fille fonce sur Will et l'étreint vigoureusement, criant qu'elle rêvait de le rencontrer, laissant notre héros totalement paniqué et incapable de la remettre. Elle ne tarde pas à se présenter. Mary Goldrand, directrice de l'Académie Schwartz et petite fille du célèbre Alnaram Goldrand. Le héros reste bouche bée devant cette présentation, car son visage est resté gravé dans sa mémoire depuis sa vie antérieure. Il ne s'attendait vraiment pas à tomber nez à nez avec cette fille qu'il avait soignée chez le directeur, encore moins au beau milieu des bois. À peine a-t-il le temps de s'inquiéter de sa santé, qu'elle prend les devants pour lui assurer qu'elle pète la forme. Elle enchaîne direct avec des excuses, regrettant de ne pas avoir pu lui exprimer sa gratitude comme il se doit à l'époque. Il tente de balayer ça d'un revers de main, prétendant que ce n'était rien, mais elle s'obstine. Elle tient absolument à lui rendre l'appareil. Elle lui avoue alors sans détour qu'elle n'avait pas la moindre once de talent pour la magie. Du coup, changement de cap. Elle a rejoint l'Académie Gilburn pour se consacrer corps et âme au maniement de l'épée. À force d'acharnement, elle a fini major de promo lors de l'examen de sélection, et elle lâche un petit rire en voyant l'air impressionné de son interlocuteur. Cette réussite le touche profondément, surtout quand on pense qu'il y a quelques mois à peine, elle était clouée au lit. Et pourtant, en un temps record, elle a réussi l'exploit de se hisser au sommet. Elle lui saisit la main en expliquant que leurs talents respectifs les ont réunis dans la même équipe et jure de se montrer à la hauteur. C'est le déclic. Il comprend enfin où le directeur voulait en venir quand il parlait de veiller sur elle. Pas le temps de cogiter davantage. Elle l'entraîne déjà pour aller saluer les élèves fraîchement débarqués de Heelish. En retrait, Veronica et Erika n'en reviennent pas de voir ces deux-là s'entendre comme larrons en foire. Devant la calèche venue de Heelish, Marie demande si Ulen et Turf sont à bord. Ulen descend tranquillement, prônant le calme, avant de saluer la compagnie avec entrain et d'annoncer qu'il sera leur instructeur référent. Ulen vient de l'Académie Hilo, mais dans l'ancienne vie de Will, ce type était tout simplement le plus grand mage guérisseur de son époque. Se retrouver dans la même équipe qu'une telle légende remplit Will d'une joie immense. Turf sort à son tour et reçoit les présentations de Marie, mais il se fige net en remarquant leurs mains entrelacées. Curieux, il demande aussitôt qui est ce garçon qu'on ne lui a pas présenté. Will décline son identité, et Turf en déduit hâtivement qu'il doit s'agir d'un mage offensif. Ulen annonce alors quartier libre pour les élèves, précisant qu'il se contentera de les observer, une décontraction qui laisse le groupe perplexe. Will s'approche d'Ulen et lui demande respectueusement s'il peut l'appeler « maître ». Surpris, Ulen demande pourquoi. Will explique qu'il pratique la magie de soin sans jamais avoir eu de mentor pour se perfectionner et sollicite ses leçons. Ulen, qui avait déjà eu vent des exploits de Will, accepte sans hésiter de lui transmettre son savoir. Marie débarque en trombe et insiste. Si Will l'appelle maître, elle veut le droit de faire pareil. De son côté, Veronica constate avec plaisir que l'alchimie semble prendre au sein du groupe. Plus tard, lors de l'attribution de la mission d'extermination, chaque équipe reçoit une cabane pour établir sa base. Les gobelins ayant été signalés au cœur de la forêt, Ulen, Marie et Will décident de s'y rendre sur le champ. Pendant ce temps, Turf, en tant que soigneur, reçoit l'ordre de rester en sécurité à la base, comme le veut le protocole habituel. En marchant vers le nid de monstres, Marie demande à Will s'il compte vraiment se contenter de soigner une fois au front. Il lui répond avec un calme olympien de ne pas s'en faire pour lui. Il précise qu'il agira plutôt comme superviseur, les laissant se battre librement tout en gardant un œil vigilant sur la situation. Prenant ces paroles au pied de la lettre, ils acceptent l'idée d'une supervision sans contrainte rigide. La chasse commence illico. D'un mouvement fluide et rapide, Marie fauche un groupe entier de gobelins en une seule attaque. Le protagoniste n'en croit pas ses yeux, se rappelant qu'il y a quelques mois seulement, elle était totalement invalide.